chiot aux pattes brisées, se traîne jusqu'à une station-service, trempé, saignant et à peine conscient. L'employé de nuit, un ancien détenu qui n'a plus rien à perdre, la voit s'effondrer sous les lumières vacillantes et prend une décision qui pourrait lui coûter sa liberté. Mais ce qui commence comme un simple geste de compassion se transforme en une lutte contre la suspicion, le jugement et un système qui le considère comme le coupable. Et juste au moment où il est sur le point d'abandonner, la personne qu'il n'attendait plus refait surface dans sa vie à cause de ce chiot. Pourquoi ses pattes étaient-elles brisées? Pourquoi l'aider a-t-il failli le renvoyer en prison? Et comment ce petit animal a-t-il réussi à réunir un père et sa fille après des années de séparation? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Luis traînait le balai à travers le béton fissuré, balayant un petit monticule de mégots de cigarettes et de verres brisés près de la pompe 4. Les lumières d'Arne bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant des ombres dures qui dansaient à chaque coup de balai. À 23h47, l'air était lourd et immobile, enveloppant la station-service solitaire comme une couverture épaisse en cette nuit d'été. Le grincement rythmique du ventilateur à l'intérieur du magasin de proximité fournissait une toile de fond régulière au chant des cigales dans l'obscurité. Toutes les quelques minutes, un camion lointain grondait sur l'autoroute, ses phares illuminant brièvement le parking désert avant de disparaître dans la nuit. Le son résonnait un instant, puis se dissolvait dans l'obscurité, laissant Luis seul avec ses pensées. Il s'arrêta de balayer pour essuyer la sueur de son front avec sa manche. Ses yeux se posèrent sur le panneau écrit à la main près de la caisse. Pas de crédit, aucune exception. Les lettres, au marqueur noir, étaient imposantes et définitives, tout comme la plupart des choses dans sa vie ces temps-ci. Le panneau était devenu si familier qu'il aurait pu être tatoué à l'intérieur de ses paupières. À l'intérieur, Luis se déplaçait derrière le comptoir avec une efficacité rodée. Le comptage de la caisse était un rituel qu'il accomplissait religieusement à chaque service, notant soigneusement chaque billet et chaque pièce. Une erreur pourrait tout lui coûter. 148 jours depuis sa libération. Et il n'était pas question de faire un faux pas maintenant. Il sortit son téléphone et envoya le texto requis à son agent de probation. « Au travail, tout va bien. » La réponse ne tarda pas, confirmée. Ces échanges brefs étaient comme une horloge, un autre point d'ancrage dans son existence soigneusement structurée. La note de M. Dawes était posée contre la cafetière, son message clair et sévère. Ne pas quitter la propriété pendant le service. Luis avait mémorisé ces mots aussi, bien que le rappel ne soit pas nécessaire. Il connaissait les règles. Suivre ces règles était devenu aussi naturel que respirer. La machine à café instantanée crachotait et dégoulinait, remplissant son gobelet en papier d'un liquide sombre, à peine digne d'être appelé café. Lui s'en prit une gorgée et grimaça devant l'amertume. Il attrapa un bâton de viande séchée sur le présentoir près de la caisse, son repas habituel de minuit. L'emballage crépita bruyamment dans le calme du magasin lorsqu'il l'ouvrit. Le mur de moniteur de sécurité montrait différents angles de la propriété vide en noir et blanc, granuleux. Lui observait les écrans, tout en mâchant la viande coriace, scrutant le moindre mouvement. Pompe 1, rien. Pompe 2, rien. L'arrière-cour, rien. L'entrée latérale, rien.
Juste des images statiques d'une station-service déserte sous l'éclat des néons. Un éclair illumina le ciel à travers les larges fenêtres du magasin, suivi quelques secondes plus tard par un grondement sourd de tonnerre. Louis compta les secondes entre l'éclair et le son. L'orage était encore à quelques kilomètres, mais se rapprochait. Des nuages sombres s'étaient amassés toute la soirée, et maintenant, ils étaient enfin prêts à éclater. Les premières gouttes de pluie frappèrent les vitres avec des tapotements doux. En quelques minutes, les gouttes sporadiques se transformèrent en un tambourinement régulier à mesure que la pluie gagnait en intensité. Les caméras de sécurité montraient la pluie comme une neige statique à travers les écrans, créant un motif hypnotique qui alourdissait les paupières de Louis. Il se redressa et s'étira, luttant contre la somnolence. L'horloge indiquait 2h12 du matin, lorsqu'un bruit inhabituel attira son attention. Un grattement venant de l'extérieur, différent de la pluie. C'était irrégulier et saccadé, comme si quelque chose était traîné sur le trottoir mouillé. Louis se dirigea vers la fenêtre, scrutant la nuit trempée de pluie. Les lumières jaunes créaient des cercles de visibilité dans l'averse, mais il ne parvint pas immédiatement à repérer l'origine du bruit. Il attrapa la lampe torche sous le comptoir et sortit, la pluie s'infiltrant aussitôt dans sa chemise d'uniforme. Le bruit de traînement continuait, faible mais persistant. Louis le suivit, balayant le parking mouillé avec le faisceau de sa lampe. Puis il le vit, une petite forme sombre se déplaçant lentement sur le trottoir. Son cœur se serra lorsque le faisceau éclaira pleinement la créature. Un chiot berger allemand, âgé de quelques mois à peine, se traînait vers le magasin. Son pelage était emmêlé et trempé, son petit corps tremblant à chaque mouvement laborieux. Ses deux pattes avant étaient tordues à des angles anormaux, manifestement cassées. Des taches sombres traînaient derrière le chiot sous la pluie. Du sang se mêlant à l'eau, créant des ruisseaux rouges pâles qui coulaient vers le drain. Le chiot s'effondra sous le panneau lumineux, son énergie enfin épuisée. Ses flancs se soulevaient au rythme de respirations rapides et superficielles, et ses yeux, emplis de douleur et de peur, se levèrent vers Louis alors qu'il s'approchait. La vision le frappa comme un coup physique, éveillant quelque chose de profond derrière ces murs émotionnels, soigneusement érigés. La pluie tambourinait régulièrement sur le dos de Louis, tandis qu'il s'agenouillait près du chiot blessé. Sa chemise d'uniforme, déjà trempée, collait à sa peau et l'eau dégoulinait de ses cheveux. Les yeux du jeune berger allemand étaient à peine ouverts, voilés par la douleur et la peur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en mouvements rapides et superficiels, coupant le souffle de Louis dans sa gorge. Sous les lumières jaunes crues, il pouvait voir l'étendue de ses blessures. Ses deux pattes avant étaient pliées à des angles anormaux qui lui retournaient l'estomac. Ses coussinets étaient écorchés à vif, laissant de petites traînées de sang qui se mêlaient à l'eau de pluie sur le béton. Le chiot tenta de lever la tête lorsque Louis tendit la main vers elle, mais ne réussit qu'à émettre un faible gémissement. « Doucement », murmura Louis, gardant sa voix douce et stable malgré l'inquiétude qui lui serrait la poitrine. « Je ne vais pas te faire de mal. » Il glissa ses mains avec précaution sous le corps du chiot, essayant de soutenir ses pattes blessées, tout en la soulevant aussi délicatement que possible. Elle ne se débattit pas, ni ne mordit, soit trop faible, soit comprenant d'une manière ou d'une autre qu'il voulait l'aider. Son pelage était emmêlé de boue et de sang, et elle semblait trop légère dans ses bras, comme une peluche d'enfant, plutôt qu'une créature vivante. Louis la porta à l'intérieur du magasin,
laissant des empreintes mouillées sur le sol en linoléum. Derrière le comptoir pendait une vieille veste de mécanicien, bleue délavée avec des taches d'huile autour des poignets. Il l'avait trouvée dans la réserve, il y a des mois, et la gardait pour les nuits froides. Maintenant, il l'attrapa d'une main et l'étala sur le comptoir. Avec un soin extrême, il enveloppa le chiot dans la veste, créant un nid de fortune qui la garderait au chaud et l'empêcherait de trop bouger. Elle le regardait avec ses yeux pleins de douleur, laissant parfois échapper de petits gémissements qui faisaient légèrement trembler ses mains alors qu'il bordait le tissu autour d'elle. « Que suis-je censé faire de toi ?» demanda Louis à haute voix, bien que la question s'adressât plus à lui-même qu'au chiot. Il se mit à arpenter la longueur du comptoir, passant ses doigts dans ses cheveux mouillés. Le vétérinaire local, le docteur Martinez, fermait à 17 heures et ne rouvrirait que le matin. Même si elle était ouverte, Louis savait que sa petite clinique n'était pas équipée pour les cas de traumatisme grave. Elle l'avait dit lorsque le chat de M. Dawes avait été renversé par une voiture le mois dernier. Le chat n'avait pas survécu. Louis sortit son téléphone et chercha des services vétérinaires d'urgence. L'hôpital pour animaux le plus proche, ouvert 24 heures sur 24, se trouvait à Riverside, à 156 km de là. Son cœur se serra en relisant l'adresse. C'était bien au-delà des limites du comté. Les conditions de sa liberté conditionnelle étaient claires. Il ne pouvait pas quitter le comté sans l'autorisation explicite de son agent de probation. Le tonnerre grondait au-dessus de sa tête, tandis que Louis composait le numéro du service de contrôle des animaux. Le téléphone sonna 6 fois avant de basculer sur un message automatique. « Vous avez joint le service de contrôle des animaux du comté. Nos bureaux sont actuellement fermés. Si c'est une urgence. » Il raccrocha avant la fin du message. Il était presque 2h30 du matin. Bien sûr, personne ne répondait. Le chiot émit un son entre un gémissement et un soupir. Louis la regarda, enveloppée dans son vieux blouson sur le comptoir. Sa respiration semblait plus laborieuse maintenant, et ses yeux commençaient à se fermer. « Hé, reste avec moi !» dit-il en lui caressant doucement la tête. Elle se pencha faiblement contre sa main, et quelque chose se brisa dans sa poitrine. Louis reprit sa marche, plus rapide cette fois. Les caméras de sécurité montraient des pompes désertes et un sol détrempé par la pluie. L'horloge résonnait bruyamment dans le silence du magasin. Toutes les quelques secondes, ses yeux revenaient vers le chiot, observant sa poitrine, se soulever et s'abaisser, chaque respiration semblant plus difficile que la précédente. Il pensa à sa fille Eva, qui avait maintenant 12 ans. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle l'avait supplié de lui laisser prendre un chiot. Il avait dit non. Il n'avait pas les moyens. L'appartement était trop petit. Il travaillait trop d'heures. Toutes des raisons valables, mais qui lui semblaient maintenant des excuses. Il se demanda ce qu'Eva dirait si elle le voyait maintenant, regardant ce chiot souffrir parce qu'il avait trop peur de briser les règles. Un autre coup de tonnerre fit trembler les fenêtres. Le chiot sursauta, essayant de se blottir plus profondément dans le blouson. Louis cessa de marcher et resta immobile, sa décision se cristallisant comme de la glace dans sa poitrine. « Je ne peux pas te laisser mourir, » dit-il doucement. « Pas quand je peux faire quelque chose. » Se déplaçant rapidement maintenant, Louis rassembla ce dont il avait besoin. Il compta la caisse et enferma l'argent dans le coffre, comme à la fin de chaque service. Il éteignit la machine à café et coupa les lumières principales, ne laissant que les lumières de sécurité allumées. Le panneau « Fermé » fut accroché à la fenêtre.
et il vérifia toutes les portes. Ses mains étaient instables lorsqu'il prit le paquet contenant le chiot. Elle semblait encore plus légère maintenant, son corps tremblant légèrement contre sa poitrine. Louis la porta jusqu'à sa voiture, une Toyota Corolla cabossée avec plus de rouille que de peinture, et la déposa délicatement sur le siège passager. Il arrangea les blousons autour d'elle comme un nid, s'assurant qu'elle était bien calée et ne pouvait pas tomber. La pluie s'était calmée en une douce bruine, mais des éclairs continuaient de zébrer le ciel au loin. Louis s'installa au volant et démarra le moteur, qui tout sauta 2 fois avant de se lancer. Il jeta un coup d'œil au chiot à côté de lui, à peine visible dans la faible lumière du tableau de bord. « Tu as intérêt à en valoir la peine », marmonna-t-il, sans réelle colère dans la voix. Juste de la résignation, et peut-être autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Louis quitta le parking de la station-service, laissant derrière lui les lumières jaunes, familières. Les phares perçaient l'obscurité devant lui, et ses yeux scrutaient sans cesse le rétroviseur, guettant les lumières rouges et bleues qui pourraient tout arrêter. Mais la route derrière lui restait déserte, alors qu'il s'enfonçait dans la tempête. Les essuie-glaces grinçaient rythmiquement, tandis que Louis naviguait sur l'autoroute sombre, ses jointures blanchies sur le volant. La pluie martelait la voiture en nappes régulières, rendant les lignes jaunes de la route floues et ondulantes devant ses yeux. L'horloge du tableau de bord affichait 2h45, ses chiffres rouges rappelant constamment le temps qui s'écoulait. Au-dessus, des lumières oranges de précaution clignotaient leur avertissement à travers la tempête. Louis relâcha l'accélérateur en approchant d'un virage, bien conscient de la façon dont les pneus pouvaient perdre leur adhérence sur l'asphalte glissant. La vieille suspension de la Toyota grinçait à chaque bosse et nid de poule, lui faisant grimacer à l'idée de secouer le chiot blessé. Elle était blottie dans sa veste de mécanicien sur le siège passager, à peine visible, à part son museau qui dépassait du tissu. Toutes les quelques minutes, un petit gémissement s'échappait d'elle, chaque son transperçant Louis comme une lame. Il tendit la main pendant un tronçon droit de la route, touchant doucement le paquet pour se rassurer qu'elle respirait toujours. La radio grésillait de parasites entre les stations, le son irritant ses nerfs déjà à vif. Louis l'éteignit, ne laissant que le bruit de la pluie et le moteur laborieux de la voiture. Le silence était trop lourd, trop semblable au calme de sa vieille cellule. « Tiens bon, ma fille », dit-il doucement, sa voix rauque d'inquiétude. « On va te trouver de l'aide. » L'oreille du chiot tressaillit au son de sa voix, et il continua de parler, autant pour lui que pour elle. « Tu as choisi un bon endroit pour t'effondrer, tu sais. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être l'aire de repos plus loin. Ces gars-là ne t'auraient même pas remarqué. » Il lui parla de la station-service, de M. Dawes et de ses listes interminables de règles, des clients réguliers qui venaient prendre leur café chaque matin. Sa voix restait stable, même si ses pensées s'emballaient sur toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Un simple contrôle routier, un appel à son agent de probation, et il serait de retour en prison avant l'aube. Le panneau indiquant la limite du comté apparut dans ses phares, d'un blanc éclatant contre l'obscurité. « Vous quittez le comté de Porter. » L'estomac de Louis se noua en le dépassant. C'était fait. Première infraction. Plus de retour en arrière possible. Il avait déjà laissé la station-service sans surveillance. Autant ajouter le franchissement des limites du comté à la liste. Les kilomètres défilaient lentement, chacun marqué par la respiration laborieuse du chiot et le monologue silencieux de Louis.
Il lui parla d'Eva, de la Foissy, où il lui avait appris à faire du vélo avant que tout ne tourne mal, de la façon dont elle le suppliait d'avoir un chien à elle. « C'est peut-être le karma », dit-il avec un rire amer. « Toutes ces fois où j'ai dit non, et me voilà à enfreindre ma probation pour un chiot que je viens de rencontrer. » À 3h50, la clinique vétérinaire apparut au loin. Un bâtiment bas en briques, avec une enseigne néon rouge clignotant « Ouverte urgence » sous la pluie. Louis se gara sur le parking désert, ses phares balayant les flaques qui reflétaient la lueur du néon. Les lumières fluorescentes, à l'intérieur de la clinique, étaient dures après l'obscurité du trajet. Une réceptionniste leva les yeux lorsque Louis entra, l'eau dégoulinant de ses vêtements sur le sol en linoléum. Elle était d'âge moyen, avec des lunettes de lecture posées sur le nez, et son expression devint méfiante en voyant son apparence. Chemise d'uniforme trempée, cerne sous les yeux, le paquet suspect dans ses bras. « Je l'ai trouvé à mon travail », dit Louis rapidement, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse poser des questions. « Les pattes avant cassées. S'il vous plaît, faites quelque chose. » Il déposa soigneusement le chiot, enveloppé dans sa veste sur le comptoir, où elle resta immobile de façon inquiétante. L'expression de la réceptionniste s'adoucit légèrement en regardant l'animal blessé. Elle appuya sur un bouton d'interphone et parla doucement dedans, puis se tourna de nouveau vers Louise. « Le docteur peut l'examiner, mais je dois être clair sur un point d'abord. » Elle sortit un formulaire et le fit glisser sur le comptoir. « Une chirurgie d'urgence, si nécessaire, coûtera 1800 $. Nous demandons le paiement à l'avance avant de pouvoir procéder. Vous comprenez ?» Louis fixa le montant sur le formulaire. 1800 $. Plus de 2 mois de salaire à la station-service. Il avait peut-être 40 $ dans son portefeuille et quelques centaines sur son compte courant, de l'argent censé durer jusqu'à son prochain jour de paix. « Est-ce que je peux ?» Sa voix se brisa. Il se racla la gorge et reprit. « Est-ce que je peux payer en plusieurs fois ?» La réceptionniste secoua la tête. « Je suis désolé, c'est la politique de l'hôpital. Nous avons besoin du montant total avant la chirurgie. » Un technicien apparut et souleva doucement le chiot, l'emmenant à travers une porte marquée « Salle d'examen A ». Louis les regarda disparaître, le cœur serré par l'impuissance. Sans un mot, il se retourna et sortit sous la pluie. Le trottoir était froid et humide lorsqu'il s'y assit, mais il n'y prêta guère attention. Il fixa ses mains, calleuses à force de travail et légèrement tremblantes. Ces mêmes mains qui avaient autrefois tenu une arme, qui avaient repoussé les tentatives de sa fille de l'embrasser pour lui dire au revoir, qui venait de porter un chiot mourant sur 157 kilomètres sous la pluie. Le coffre de sa voiture grinça lorsqu'il l'ouvrit. Derrière la roue de secours, caché dans une vieille chaussette, se trouvait un petit sac en velours. Louis le sortit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, reposait la montre à gousset en or de sa mère. Le dernier cadeau qu'elle lui avait fait, avant que le cancer ne l'emporte. La montre était magnifique, ornée de délicates arabesques, avec sa chaîne encore intacte. Il l'avait gardée à travers toutes les épreuves, le procès, la prison, tous les mois passés à reconstruire sa vie. C'était la seule chose de valeur qu'il possédait, le seul souvenir qu'il lui restait de sa mère. Louis retourna à la clinique, l'eau ruisselant sur son visage. Il ne savait pas si c'était la pluie ou des larmes. La réceptionniste leva les yeux, surprise, lorsqu'il posa le sac en velours sur le comptoir. « C'est de l'or ?» dit-il doucement.
C'était à ma mère. Ça vaut plus que ce que vous demandez, s'il vous plaît. » Elle ouvrit le sac avec précaution, examinant la montre sous les lumières fluorescentes. Après ce qui sembla être des heures, elle hocha la tête et commença à préparer les papiers du traitement. Louis les signa sans les lire, sa signature n'étant qu'un gribouillis tremblant sur la ligne pointillée. « Nous vous appellerons quand nous aurons des nouvelles, » dit la réceptionniste, sa voix plus douce à présent. Louis retourna sur le parking et s'appuya contre sa voiture. Le ciel commençait à s'éclaircir, passant du noir à un gris profond. Il resta là, regardant la pluie tomber, attendant des nouvelles d'un chien qu'il connaissait depuis moins de 2 heures. Un chien qui pourrait lui coûter tout ce qu'il avait travaillé à reconstruire. Les premières lueurs de l'aube se glissèrent sur le parking, tandis que Louis restait recroquevillé sur le trottoir mouillé, sa chemise d'uniforme collant désagréablement à sa peau. Il serrait ses bras autour de lui, essayant de conserver le peu de chaleur qui restait dans sa veste humide. La pluie avait finalement cessé, mais l'air frais du matin était d'une froideur amère qui semblait pénétrer jusqu'à ses os. La porte de la clinique grinça derrière lui. Louis se tourna, ses muscles raides protestant contre le mouvement, pour voir la réceptionniste contourner prudemment les flaques. Elle tenait un gobelet en polystyrène dans une main, une faible vapeur s'en échappant. Son visage paraissait fatigué, mais arborait une expression douce qui fit bondir son cœur d'espoir. « Je me suis dit que vous en auriez besoin, » dit-elle en tendant le gobelet vers lui. « Ce n'est pas du grand café, mais au moins il est chaud. » Louis accepta le gobelet avec des doigts tremblants, hochant la tête pour la remercier. Le café était à peine tiède, mais il serra quand même ses mains autour, reconnaissant pour le peu de réconfort qu'il apportait. La réceptionniste ne partit pas tout de suite. Elle resta là un moment, ajustant son cardigan contre la fraîcheur matinale. « L'opération est terminée, » dit-elle doucement. « Le docteur Martinez m'a demandé de vous dire qu'elle s'en est sortie. » Louis relâcha un souffle dont il ne s'était pas rendu compte qu'il le retenait. Ses épaules s'affaissèrent de soulagement, tandis que la réceptionniste poursuivait. Les 2 pattes avant étaient fracturées, mais c'étaient des fractures nettes. Le docteur a pu les réparer. Elle a de bonnes chances de remarcher, avec du temps et des soins appropriés. Le gobelet trembla légèrement dans les mains de Louis. « Elle va vraiment bien ?» Sa voix était rauque, à peine un murmure. « Elle est encore sous sédation, mais elle est stable. Voulez-vous la voir ?» Louis s'acquiesça, se levant du trottoir. Ses jambes étaient raides après des heures passées dans le froid, et il dut s'appuyer un instant contre le mur de briques du bâtiment. La réceptionniste attendit patiemment, tenant la porte ouverte pour lui. À l'intérieur, les lumières de fluorescentes semblaient encore plus agressives qu'avant. Ils passèrent devant la salle d'attente vide et franchirent une porte marquée « Récupération ». L'odeur antiseptique rappela désagréablement à Louis l'infirmerie de la prison, mais il chassa cette pensée, se concentrant plutôt sur les pas silencieux de la réceptionniste. La zone des chenils était petite, avec une douzaine d'enclos alignés contre les murs. La plupart étaient vides, mais dans l'un des enclos du milieu, enveloppé de bandages blancs immaculés, se trouvait le chiot berger allemand. Des tubes 4 descendaient d'une poche suspendue au-dessus du chenil jusqu'à sa patte avant, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations régulières. Louis s'accroupit devant la porte du chenil, le cœur serré de la voir si petite et vulnérable. Ses yeux étaient fermés, mais au bruit de son mouvement, sa tête se souleva légèrement. Son regard était flou à cause de la sédation, mais elle sembla reconnaître sa voix,
lorsqu'il murmura « Fille courageuse, tu l'as fait ». La queue du chiot tapa une fois contre le sol du chenil, un geste faible qui fit monter des larmes inattendues aux yeux de Louis. Il pressa ses doigts contre le grillage de la porte du chenil, et le chiot étira son museau juste assez pour effleurer les siens. « Chance », dit-il soudainement, le nom lui venant comme une révélation. « C'est ainsi que je t'appellerai, parce que nous n'étions pas censés avoir une autre chance. » La réceptionniste, qui se tenait silencieusement à proximité, émit un petit son d'approbation. « C'est un bon nom, » dit-elle. « Elle devra rester ici quelques jours pour que nous puissions surveiller sa convalescence, mais vous pouvez venir la voir pendant les heures d'ouverture. » Louis s'acquiesça, incapable de prononcer un mot. Il observe les paupières de Chance se refermer doucement, sa respiration profonde et régulière sous l'effet des antidouleurs. Elle semblait paisible à présent, bien loin de la créature brisée et trempée qu'il avait trouvée sur le parking de la station-service. De retour dans la salle d'attente, Louis s'affala sur l'une des chaises en plastique dur. Le soleil commençait à percer à travers les fenêtres, dessinant des rayures sur le sol en linoléum. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un vieux téléphone prépayé, le genre qu'on peut acheter en espèces dans n'importe quelle supérette. Ses doigts composèrent automatiquement un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, mais qu'il connaissait encore par cœur. Le téléphone sonna 3 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. La voix enregistrée de sa fille emplit son oreille, plus mature que dans ses souvenirs. « Salut, vous êtes bien chez Eva. Laissez un message et je vous rappellerai. » La gorge de Louis se serra. Il faillit raccrocher, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce le souvenir de Chance se traînant sur ce parking sombre, refusant d'abandonner. Peut-être était-ce simplement qu'il en avait assez de fuir ses propres erreurs. « Ne raccroche pas, » dit-il doucement dans le téléphone. « J'ai aidé quelqu'un ce soir. Un chien. Elle s'appelle Chance. Elle me rappelle toi. » Il termina l'appel avant d'en dire davantage, fixant l'écran rayé du téléphone un long moment, avant de le remettre dans sa poche. À travers les fenêtres de la clinique, le lever du soleil peignait le ciel de nuances roses et dorées, perçant les nuages laissés par la tempête. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la route déserte, alors que Louis ramenait sa Toyota vers la ville. Ses mains étaient crispées sur le volant, ses muscles douloureux après la tension de la nuit. Les essuie-glaces traînaient sur le pare-brise avec un grincement rythmique, bien que la pluie ait cessé depuis longtemps. L'aube s'était installée sur la campagne, baignant les champs d'une douce lumière dorée qui ne parvenait pas à réchauffer le froid dans ses os. Son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis ce beef jerky des heures plus tôt. Un diner de routier apparut sur sa droite, son néon ouverte, bourdonnant de manière invitante. À travers les grandes fenêtres, il voyait des gens penchés sur des tasses de café fumantes et des assiettes remplies de petits déjeuners. L'odeur de bacon et de pommes de terre sautées flottait par sa fenêtre entr'ouverte, lui mettant l'eau à la bouche. Mais il continua sans ralentir. Son portefeuille était vide. Le dernier de son argent avait servi à payer l'essence pour se rendre à la clinique. D'autres dîners et cafés défilaient, chacun représentant une tentation qu'il ne pouvait se permettre. Louis tenta de se concentrer sur le souvenir de Chance, désormais en sécurité dans son chenil, à la clinique. Le vétérinaire avait promis d'appeler si quelque chose changeait, mais il savait qu'elle était entre de bonnes mains, probablement meilleures que les siennes.
pensa-t-il avec une pointe de culpabilité familière dans la poitrine. Le soleil montait dans le ciel alors qu'il approchait de la ville, et la circulation s'intensifiait avec les gens se rendant au travail. Louis regarda sa montre. 9h10. Ses mains se crispèrent sur le volant, alors qu'il tournait dans la rue menant à la station-service. Il savait que cela arriverait dès l'instant où il avait verrouillé et pris la route avec chance. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Le parking de la station était vide, à l'exception d'un seul pick-up qu'il reconnut comme celui de M. Dawes. Louis se gara lentement à sa place habituelle, plus par habitude qu'autre chose. À travers les fenêtres du magasin, il voyait Dawes derrière le comptoir, les bras croisés sur la poitrine. Même d'ici, Louis pouvait percevoir la tension dans la posture de l'homme plus âgé. Prenant une profonde inspiration, Louis sortit de sa voiture. L'air du matin s'était quelque peu réchauffé, mais il se sentait toujours froid en marchant vers l'entrée du magasin. Il essaya la porte, fermée à clé. Un planning imprimé était scotché à la fenêtre, son nom clairement visible et entouré d'encre rouge pour le service de la veille. M. Dawes s'approcha de la porte mais ne la déverrouilla pas. Il l'ouvrit juste assez pour sortir, la laissant se refermer derrière lui. Pendant un long moment, il resta là, secouant lentement la tête. Son visage était marqué par des lignes dures, la déception et la colère visibles dans chaque pli. « Monsieur Dawes, je peux expliquer », commença Louis, mais Dawes leva la main pour l'interrompre. Inutile. La voix de Dawes était plate, factuelle. « Tu as quitté ton poste en plein service. Peu importe pourquoi, c'est fini pour toi. » Louis ressentit ces mots comme un coup physique, mais il garda son visage impassible. Il savait que cela arriverait. Il l'avait accepté comme le prix à payer pour sauver la vie de Chance. Pourtant, se tenir là maintenant, voyant sa chance de stabilité s'évanouir, lui serrait la poitrine d'anxiété. « Je comprends », dit Louis doucement. Il hésita, puis ajouta « Mon dernier chèque, pourriez-vous le garder pour moi ? Je pourrais revenir. » L'expression de Dawes ne changea pas. « On verra », se contenta-t-il de dire, sans vraiment croiser le regard de Louis. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Probablement pas. Louis hocha la tête une fois, acceptant cela aussi. Inutile de discuter ou d'essayer d'expliquer comment il avait trouvé Chance. La course désespérée à travers la nuit, ou l'échange de la montre de sa mère contre l'opération d'un chiot. Dawes n'était pas du genre à faire des exceptions pour des histoires tristes, même lorsqu'elles étaient vraies. De toute façon, Louis avait appris depuis longtemps que supplier ne résolvait rien. Cela ne faisait que rendre les deux parties plus mal à l'aise. Il se détourna du magasin, de l'expression inchangée de Dawes, et se mit à marcher. Sa voiture était garée sur le parking, mais il n'avait pas encore le courage d'y retourner. Il avait besoin de bouger, de sentir le sol sous ses pieds, de réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Le matin était désormais bien avancé, l'air se réchauffant à chaque minute qui passait. Louis passa devant le lavage auto, devant les bennes à ordures, où il avait passé d'innombrables heures à trier le recyclage, devant l'endroit où il avait trouvé Chance quelques heures plus tôt. Ses chaussures raclaient le bitume, alors qu'il atteignait la limite de la propriété. Sortant son téléphone, Louis ouvrit son application de messagerie. Son agent de probation devait être informé de la perte de son emploi. Mieux valait le faire lui-même que laisser Dawes s'en charger. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier alors qu'il réfléchissait soigneusement à ses mots. Finalement, il tapa. Voiture en panne pendant le service de nuit. Perdu mon emploi en conséquence.
recherche activement un nouveau poste. Il envoya le message avant de pouvoir se raviser. Le mensonge sur la voiture lui laissait un goût amer, mais cela pourrait lui donner un peu de temps. Pas beaucoup, mais peut-être assez pour réfléchir à sa prochaine étape. Le téléphone semblait lourd dans sa main, alors qu'il le remettait dans sa poche, avec le poids des conséquences à venir. Luis continua de marcher, laissant la station-service derrière lui. Le trafic du matin défilait à toute allure sur la route principale, la vie des autres continuant normalement, tandis que la sienne venait de prendre un nouveau tournant. Mais quelque part, de l'autre côté, de la ville, dans une clinique vétérinaire tranquille, un petit chiot berger allemand dormait paisiblement, ses pattes cassées commençant à guérir. Lui s'accrocha à cette pensée en marchant, un pied devant l'autre, s'éloignant de ce qu'il avait perdu et se dirigeant vers ce qui l'attendait. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres dures à travers la fenêtre couverte de carton du studio de Luis. À 15h30, il gravit les marches en bois grinçantes jusqu'à sa porte d'entrée, chaque pas résonnant dans l'espace vide derrière le dîner abandonné. La clé coinçait dans la serrure comme d'habitude, nécessitant un mouvement particulier qu'il avait perfectionné au fil des mois. À l'intérieur, l'air était vicié et chaud. Un goutte-à-goutte constant dans le coin du plafond avait formé une petite flaque sur le sol en linoléum. Une autre fuite qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer. L'espace était à peine suffisant pour son matelas, une place, une table pliante et le mini-frigo qui bourdonnait bruyamment dans le coin. Les murs étaient si fins qu'il pouvait entendre le vent siffler à travers les interstices du revêtement. Luis n'avait même pas encore enlevé sa veste lorsque 3 coups secs ébranlèrent la porte. Son cœur fit un bond. Il n'attendait personne. Et d'après son expérience, les visites inattendues n'apportaient rarement de bonnes nouvelles. À travers le judas, il aperçut 2 personnes en uniforme kaki sur son petit palier. Des insignes de la protection animale brillaient sur leur poitrine. En ouvrant lentement la porte, Luis se retrouva face à une femme, grande, tenant un clipboard, et à son partenaire masculin, plus petit. Tous deux affichaient des expressions de neutralité professionnelle bien rodées. « Monsieur Luis Martinez ?» demanda la femme en consultant son clipboard. Lorsqu'il acquiesça, elle poursuivit. « Je suis l'agent Chen du service de la protection animale du comté. Voici l'agent Roberts. Nous devons discuter d'un incident survenu tôt ce matin, impliquant un chiot berger allemand blessé. » L'estomac de Luis se noua. Il savait que le vétérinaire devait faire des rapports, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses avancent si vite. « Entrez », dit-il doucement, en s'écartant de la porte. Il n'y avait pas beaucoup de place pour qu'ils se tiennent tous confortablement dans le petit espace. L'agent Chen feuilletait ses papiers, tandis que l'agent Roberts examinait l'appartement avec un jugement à peine dissimulé. « Nous avons reçu un rapport standard de la clinique vétérinaire d'urgence de Valley concernant un chien errant gravement blessé amené vers 4 heures du matin. Le vétérinaire de garde a noté de multiples fractures aux 2 pattes avant, compatibles avec un possible abus. « Je ne l'ai pas blessé », dit immédiatement Luis, sa voix ferme malgré l'anxiété qui lui tordait le ventre. « Je l'ai trouvée à la station-service où je travaillais. Elle se traînait sur le parking sous la pluie. » L'agent Roberts prit une note sur son propre carnet. « Et vous avez une preuve de cela. » L'esprit de Luis s'emballa. Les caméras de sécurité de la station-service auraient peut-être capté quelque chose. Mais après la confrontation de ce matin avec Dawes, il doutait d'obtenir de l'aide là-bas. « Non », admit-il, « c'était au milieu de la nuit.
J'étais seul de garde. Je vois. Le stylo de l'agent Chen grattait son clipboard. Et vous n'avez fait aucune tentative pour contacter la protection animale ou les autorités locales à ce moment-là. J'ai essayé d'appeler le numéro d'urgence, mais personne n'a répondu. Le chien saignait, à peine conscient. Je ne pouvais pas la laisser mourir en attendant le matin. Les agents échangèrent un regard qui fit se resserrer la poitrine de Louis. Il reconnaissait ce regard. C'était le même qu'il avait vu d'innombrables fois pendant son incarcération, celui qui disait qu'ils avaient déjà pris leur décision à son sujet. « Monsieur, Martinez, » dit l'agent Chen, d'un ton soigneusement mesuré. « Étant donné la gravité des blessures et les circonstances du rapport, nous avons quelques préoccupations. Sans preuve, de la manière dont le chien est arrivé en votre possession ou d'éléments soutenant votre version, nous devons envisager toutes les possibilités. » Lui serra les poings dans ses poches, s'efforçant de rester calme. J'ai sacrifié la montre de ma mère pour payer son opération. Pourquoi ferais-je cela si je lui avais fait du mal? Les gens se sentent parfois coupables après coup, commenta l'agent Roberts, notant quelque chose dans son carnet. L'agent Chen s'éclaircit la gorge. Voici la situation, monsieur Martinez. Sans preuve de propriété légale ou d'éléments vous disculpant des blessures du chien, nous n'aurons d'autre choix que de prendre l'animal en charge une fois qu'il sera sorti des soins médicaux. Vu son état et le coût des traitements continus, il serait probablement considéré comme non adoptable et programmé pour une euthanasie humanitaire. Les mots frappèrent Louis comme des coups physiques. Il pensa à Chance, relevant la tête au son de sa voix, à la confiance dans ses yeux malgré tout ce qu'elle avait traversé. « Vous ne pouvez pas. Elle a une chance de se rétablir. » Le vétérinaire l'a dit. « Vous avez 48 heures pour fournir des documents prouvant soit la propriété, soit votre innocence dans cette affaire, » dit l'agent Chen, ignorant sa protestation. « Sinon, nous suivrons le protocole. » Elle lui tendit une copie carbone de son rapport, avec un numéro de dossier et des coordonnées. Les agents partirent peu après, leurs pas lourds sur les marches en bois. Louis resta près de la porte longtemps après leur départ, respirant par à-coups courts et secs. Le papier dans sa main tremblait légèrement. À travers les murs fins, il entendit une voiture démarrer et s'éloigner. Agissant machinalement, Louis se dirigea vers son mini-frigo et ouvrit le compartiment congélateur. À l'intérieur, un demi-pain blanc reposait à côté d'un bac à glaçons, avec 3 cubes restants. Il sortit le pain, en cassa une tranche et la mangea lentement, sans vraiment en sentir le goût. Le pain était légèrement brûlé par le froid, mais peu importait. Son téléphone lui semblait lourd dans sa poche. Louis le sortit et navigua jusqu'à sa messagerie vocale, trouvant celle qu'il avait gardée depuis si longtemps. La voix d'Eva emplit la petite pièce, semblant plus jeune qu'elle ne l'était maintenant. « Salut, c'est moi. Écoute, je sais que tu essaies, mais je ne peux plus faire ça. Ne m'appelle pas pendant un moment, d'accord. J'ai besoin de temps. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Au revoir, papa. » Le message se termina, laissant Louis dans le silence. Il posa le téléphone sur sa table pliante et fixa le mur taché d'eau, le seul bruit étant le goutte-à-goutte régulier du plafond et le bourdonnement du mini-frigo. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers la fenêtre couverte de carton, projetait d'étranges ombres sur le sol, rendant l'espace encore plus isolé que d'habitude. Le soleil du matin frappait impitoyablement, alors que Louis sortait la bicyclette rouillée de son voisin du cabanon exigu derrière l'immeuble. Le pneu arrière
était presque à plat, ce qui faisait grincer la chaîne à chaque tour, mais c'était toujours mieux que de marcher. Madame Rodriguez, du logement numéro 3, avait toujours été gentille avec lui, laissant parfois des tamales de la veille devant sa porte. Quand il avait frappé à sa porte à l'aube pour lui demander de lui prêter le vélo, elle lui avait simplement tendu la clé du cabanon sans poser de questions. Les rues étaient calmes, à 8 heures du matin, la plupart des gens étant déjà au travail ou en train d'emmener leurs enfants à l'école. Luis pédalait lentement, faisant attention à la roue arrière qui vacillait, ses bottes de travail usées, raclant le trottoir chaque fois qu'il devait s'arrêter. Il avait en tête une carte mentale de la zone autour de la station-service. Chaque maison, chaque commerce, chaque témoin potentiel de ce qui s'était passé cette nuit pluvieuse. Sa première halte fut la rangée de petites maisons en face de la station. Luis appuya le vélo contre une clôture en grillage et s'approcha de la première porte, dont la peinture s'écaillait sous la chaleur estivale. Il frappa 3 fois, répétant sa question dans sa tête. Pas de réponse. Il réessaya, tendant l'oreille pour percevoir un mouvement à l'intérieur. Rien. La deuxième maison arborait un panneau, pas de démarchage. Mais Luis frappa quand même. Un homme âgé ouvrit la porte à moitié, la chaîne de sécurité toujours en place. « Désolé de vous déranger, monsieur, » dit Luis, gardant une voix douce et non menaçante. « Je me renseigne sur quelque chose qui s'est passé il y a 2 nuits, près de la station-service. Auriez-vous vu un chien blessé, un chiot berger allemand? Elle se traînait près des pompes. » Le visage de l'homme se plissa de confusion, puis de méfiance. « Je ne sais rien d'un chien, » marmonna-t-il, refermant la porte avant que Luis ne puisse en dire plus. À la 3e maison, une femme ouvrit en tenant un tout petit sur sa hanche. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en regardant Luis et il vit le moment de reconnaissance traverser son visage. « Vous êtes le gars qui a été enfermé, n'est-ce pas ?» dit-elle, reculant d'un pas. « Celui du braquage à Preston ?» Luis commença à expliquer, à lui parler de chance, mais elle refermait déjà la porte. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-elle, ses mots coupés par le claquement sec de la serrure. Le soleil montait plus haut, alors que Luis parcourait le quartier. Chaque coup frappé sans réponse, chaque porte fermée, chaque regard suspicieux érodait un peu plus son espoir. Il essaya le petit restaurant, où les routiers s'arrêtaient parfois pour un café. Mais la serveuse du matin secoua simplement la tête sans le regarder dans les yeux. Le magasin de proximité de l'autre côté de l'autoroute ne donna rien. La caissière, une adolescente avec un appareil dentaire, expliqua qu'elle avait passé son service à jouer sur son téléphone et n'avait rien remarqué d'inhabituel. En milieu de matinée, la sueur avait déjà traversé le t-shirt léger de Luis. Il pédala plus loin, jusqu'à ce que le bitume cède la place au gravier. Un groupe de maisons mobiles était installé sur un terrain poussiéreux, leurs parois métalliques renvoyant la lumière crue du soleil. Les jambes de Luis brûlaient à force de pédaler sur son vélo endommagé. Mais il continua. Près de l'une des caravanes, un homme en salopette taché d'huile travaillait sous le capot d'un vieux pick-up. Il ne leva pas les yeux quand Luis s'approcha, se contentant de continuer à ajuster quelque chose avec une clé. « Excusez-moi » appela Luis. « Je cherche des informations sur un chien blessé il y a 2 nuits, près de la station-service sur la route 23. » L'homme se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon rouge. « J'ai peut-être vu quelque chose, » dit-il lentement. Mais c'était assez tard. Ça aurait pu être un coyote ou autre chose. Je ne peux pas être sûr. Le cœur de Luis fit un bond.
Qu'avez-vous vu exactement » Mais l'homme haussa simplement les épaules, retournant déjà à son camion. Comme je l'ai dit, je ne peux pas être sûr. Il faisait sombre, il pleuvait. Ça aurait pu être n'importe quoi. L'espoir qui avait brièvement illuminé le cœur de Luis s'éteignit à nouveau. Il remercia l'homme, malgré tout, et continua sa quête, vérifiant chaque endroit où quelqu'un aurait pu être témoin de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il interrogea les gens à l'arrêt de bus où les travailleurs du matin attendaient le transport en commun. Il essaya le petit bureau de poste, le magasin de pièces automobiles, même le centre commercial abandonné où les adolescents traînaient parfois. Personne n'avait rien vu. Ou s'ils avaient vu quelque chose, ils ne voulaient pas lui en parler. Le soleil était au zénith quand Luis s'arrêta enfin, les jambes tremblantes de fatigue. Il se retrouva près d'une laverie condamnée, ses fenêtres couvertes de publicités décolorées pour des services depuis longtemps interrompus. Le trottoir en béton était brûlant à travers son jean, alors qu'il s'asseyait, laissant tomber le vélo emprunté sur le côté. La sueur coulait de son front sur ses mains, alors qu'il vérifiait son téléphone. L'écran affichait 12h47. Il ne restait plus qu'environ 24 heures avant que le service de contrôle des animaux ne prenne une décision concernant Chance. Luis fixait le bitume craquelé entre ses pieds, la gorge serrée par la frustration et la peur. « Ça ne peut pas se terminer comme ça pour elle », murmura-t-il pour lui-même. Ces mots, à peine audibles, par-dessus le bruit lointain de la circulation. La réalité de sa situation pesait sur lui comme la chaleur implacable de l'été. Pas de témoins, pas de preuves. Aucun moyen de convaincre le service de contrôle des animaux qu'il disait la vérité. Et maintenant, pas de travail pour aider à payer ce dont Chance pourrait avoir besoin, même s'il parvenait à la sauver. La chaîne du vélo tintait doucement, sous l'effet d'une brise chaude, soulignant le vide du parking abandonné autour de lui. Luis était assis là, abattu, observant son ombre rétrécir sous le soleil de midi. Chaque minute qui passait, rapprochant Chance d'un sort qu'elle ne méritait pas. Luis s'était installé à sa petite table pliante, mangeant mécaniquement du riz et des haricots dans un bol ébréché. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement de son vieux climatiseur de fenêtre, peinant contre la chaleur du soir. Il n'avait pas pris la peine d'allumer les lumières. La lumière déclinante qui passait à travers sa fenêtre rafistolée de carton suffisait pour manger. Le téléphone vibra sur la table en métal, le faisant sursauter. L'écran s'illumina avec « numéro inconnu ». Luis hésita, puis décrocha. Son pouce flottait au-dessus de l'aperçu du message. Je l'ai vu aussi. Le chien. Ma dashcam l'a filmé. Son cœur se mit à battre la chamade. Il ouvrit le texte en entier, le lisant 3 fois pour être sûr de comprendre. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'il répondait. « Quand ? Où exactement ?» La réponse ne tarda pas. « Cette nuit-là à la station-service, vers 2h du matin, je traversais la ville. J'ai tout vu sur ma dashcam en vérifiant les images plus tard. » Luis se redressa, repoussant son dîner à moitié mangé. « Qui êtes-vous ?»« Désolé, je suis Mika. Je suis étudiant à l'université d'État. Je rentrais sur le campus cette nuit-là et je me suis arrêté pour faire le plein. Quelqu'un a partagé votre message sur le forum de sauvetage d'animaux à propos de la recherche de témoins. Je me suis souvenu avoir vu quelque chose d'étrange cette nuit-là. Alors j'ai vérifié ma caméra. » Luis fronça les sourcils. « Quel message ? Quelqu'un a publié votre histoire à propos du berger allemand blessé que vous avez emmené chez le vétérinaire d'urgence. Il demandait si quelqu'un avait vu quelque chose.
J'ai fait le lien quand j'ai vu que le lieu et l'heure correspondaient à ce que j'avais filmé. La gorge de Louis se serra. Il tapa soigneusement. « Vous avez une vidéo ?»« Oui. On voit tout. Le chien sortant seul des bois, se traînant sur la route vers la station. Aussi clair que le jour. Vous voulez que je l'envoie ? » « S'il vous plaît, » écrivit Louis, ajoutant « J'en ai besoin pour prouver qu'elle n'a pas été blessée par moi. Le service de contrôle des animaux est impliqué. »« C'est vraiment injuste, » répondit Mika. « Je l'envoie maintenant. Vérifiez votre email. » Louis ouvrit son application de messagerie, la rafraîchissant sans cesse, jusqu'à ce qu'un nouveau message apparaisse. L'expéditeur était Mika T 1999. L'objet indiquait image dashcam, chien blessé. Un gros fichier vidéo était joint. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut poser le téléphone sur la table. Il prit une profonde inspiration, le reprit et téléchargea le fichier. La vidéo s'ouvrit sur une route sombre et mouillée par la pluie. L'horodatage dans le coin indiquait 2h07. Les phares de Mika éclairaient les marquages réfléchissants de la route et l'asphalte mouillé. Puis, à la limite du cadre, un mouvement attira l'attention de la caméra. Une petite silhouette sombre émergea de la lisière des arbres. Louis se pencha vers l'écran. Le chiot berger allemand se traînait dans le champ de vision, ses pattes avant visiblement blessées. Elle avançait lentement, avec difficulté, laissant une trace sur le bitume humide. La caméra la suivit, tandis que la voiture de Mika passait, montrant sa progression déterminée vers les lumières vives de la station-service. La vidéo était parfaite, en haute définition, avec des horodatages clairs et des coordonnées GPS intégrées dans le coin. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle montrait. Un chiot blessé, seul, sortant des bois et se dirigeant vers de l'aide. Louis la regarda encore, et encore, et encore, et, une fois de plus, chaque visionnage confirmait ce qu'il voyait, une preuve irréfutable qu'il disait la vérité. Le soulagement fut si intense qu'il dut s'agripper au bord de la table pour se stabiliser. Sa vision se brouilla, et il réalisa que ses yeux étaient humides. Un autre message de Mika apparut. « Tu l'as bien reçu ?»« Oui, » répondit Louis. « Merci. Tu ne sais pas ce que ça représente. Pas de souci. Et j'ai trouvé autre chose qui pourrait t'aider. Il y a un modèle d'affidavit pour les animaux trouvés, ça te permet de tout documenter officiellement. Tu veux que je te l'envoie ? S'il te plaît. » Un instant plus tard, un PDF arrive dans l'email de Louis. Le document était clairement présenté, avec des espaces pour les dates, les heures, les lieux, et des descriptions détaillées des circonstances entourant la découverte d'un animal errant. Louis vérifia l'heure. 19h48. La station-service où il travaillait autrefois n'était qu'à quelques pâtés de maison. Il savait qu'ils avaient une borne d'impression. Il attrapa son portefeuille, vérifiant qu'il avait assez de monnaie pour les frais d'impression. « Je dois aller imprimer tout ça », texta-t-il à Mika. « Merci encore. »« Attends, » répondit Mika. « Envoie-moi ton email. Je vais faire des captures d'écran des moments clés de la vidéo. Ce sera de meilleure qualité que si tu essaies d'imprimer à partir du fichier vidéo. » Louis envoya son adresse email et fit les 100 pas dans son petit appartement en attendant. 5 minutes plus tard, une série d'images parfaitement capturées arriva. Chacune montrait un moment crucial, le chiot émergeant des bois, sa lente progression sur la route, la vue claire de ses blessures et son approche de la station-service. Il transféra rapidement les fichiers sur une clé USB qu'il gardait dans le tiroir de son bureau.
La marche vers la station-service fut rapide dans l'air frais du soir. La même jeune employée qui l'avait éconduit ce matin-là était de service, mais cette fois, elle ne leva même pas les yeux de son téléphone lorsque Louis s'approcha de la borne d'impression. Ses mains étaient désormais stables lorsqu'il brancha la clé USB et sélectionna les fichiers à imprimer. La machine se mit en marche, produisant des images nettes et précises qui ne laissaient aucun doute sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Louis ajouta le modèle d'affidavit à la file d'impression, observant chaque page sortir une à une. À 22h03, Louis s'installa de nouveau à sa table pliante, désormais couverte de photos imprimées et de formulaires. Il commença à remplir l'affidavit avec soin, documentant chaque détail de la découverte de Chance. L'horodatage de la vidéo de Mika correspondait exactement à son récit. Tout concordait parfaitement. Il avait les preuves nécessaires. Il avait le temps. Il pouvait désormais se battre pour elle. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le trottoir fissuré, alors que Louis se dirigeait vers le bureau de la protection animale. Il avait repassé sa chemise bleue à boutons 3 fois, essayant d'éliminer des plis qui semblaient vouloir rester. Le sac en plastique contenant les images de la caméra de bord crissait à chaque pas, et il vérifiait sans cesse que le dossier avec l'affidavit de Mika était bien calé sous son bras. Ses chaussures, cirées la veille, accumulaient déjà de la poussière sur l'accotement non pavé de la route. Les voitures passaient en trombe, soulevant de petits tourbillons de débris. Louis marchait d'un pas régulier, les yeux fixés sur le bâtiment industriel qui se rapprochait à chaque pâté de maison. Les 2 miles de marche lui laissaient trop de temps pour réfléchir. Il répétait ce qu'il dirait, comment il présenterait les preuves, essayant d'anticiper chaque question ou défi possible. Sa gorge était sèche, malgré la bouteille d'eau qu'il avait terminée à mi-chemin. Le bureau de la protection animale se trouvait dans un bâtiment en béton bas, avec des lettres décolorées sur la façade. Quelques voitures étaient éparpillées sur le petit parking, et Louis pouvait entendre des chiens aboyer quelque part derrière le bâtiment. Il s'arrêta à l'entrée, essuya son front avec sa manche et tira la lourde porte en verre. À l'intérieur, les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. La climatisation fonctionnait à plein régime contre la chaleur du matin, rendant l'espace presque trop froid. Une femme d'âge moyen était assise derrière un comptoir haut, tapant à l'ordinateur avec une précision mécanique. Elle ne leva pas les yeux lorsque Louis s'approcha. « Bonjour », dit Louis, gardant une voix assurée. « J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de la documentation pour un chien trouvé. » La réceptionniste continua de taper un moment avant de tourner lentement son attention vers lui. « Remplissez ces formulaires, » dit-elle en faisant glisser une pile de papier sur le comptoir. « Mettez-les dans la boîte quand vous aurez terminé. » Louis regarda les formulaires, puis la regarda à nouveau. « En fait, j'ai besoin de parler à un superviseur. Cela concerne le chiot berger allemand, amené il y a 2 jours. J'ai de nouvelles preuves concernant son cas. » L'expression de la réceptionniste ne changea pas. « Le superviseur est occupé. Remplissez les formulaires. » Louis posa ses 2 mains sur le comptoir, se penchant légèrement en avant. Sa voix resta calme, mais ferme. « Je comprends qu'il soit occupé, mais c'est urgent. J'ai des preuves vidéo qui montrent d'où vient le chien. J'ai besoin de parler à l'agent Aaron. » Quelque chose dans son ton fit hésiter la réceptionniste. Elle l'observa un instant, puis prit son téléphone et composa un numéro interne. Après une brève conversation, à voix basse, elle reposa le combiné. « Asseyez-vous. »
dit-elle en désignant une rangée de chaises en plastique le long du mur. « Quelqu'un va venir vous voir. » Louis s'assit, posant soigneusement le dossier sur ses genoux. La salle d'attente était vide, à part lui. Une télévision fixée au mur diffusait une vidéo muette sur l'adoption d'animaux. Les minutes s'écoulèrent lentement. Il regarda l'horloge au-dessus du comptoir, avancée de 30 minutes. Le col de sa chemise lui semblait serré, et il résista à l'envie de le desserrer. Enfin, une porte s'ouvrit, et l'agent Herrin apparut. Herran ressemblait exactement à ce que Louis se souvenait de leur première rencontre. Grand, au visage sévère, avec des cheveux grisonnants coupés très courts. Il tenait un clipboard et arborait une expression qui laissait penser qu'il avait déjà son opinion sur ce qu'il allait entendre. « Monsieur Rodriguez, » dit Herrin en consultant son clipboard, « suivez-moi. » Louis le suivit à travers la porte et le long d'un couloir étroit jusqu'à un petit bureau. Des papiers étaient soigneusement empilés sur le bureau et une rangée de classeurs longeait un mur. Herrin s'assit derrière le bureau et fit signe à Louis de prendre la chaise en face. « Vous avez des preuves ?» demanda Herrin, allant droit au but. Louis acquiesça, retirant soigneusement le contenu de son dossier. « Oui, monsieur. Tout d'abord, j'ai des images de la caméra de bord d'un témoin qui est passé devant la station-service cette nuit-là. Il disposa les images imprimées en séquence. Comme vous pouvez le voir, les horodatages correspondent exactement à ma déclaration. » Herrin se pencha en avant, examinant les images. Son expression resta neutre, tandis que Louis poursuivait. « Les métadonnées sont incluses ici, » dit Louis, en pointant les informations imprimées dans le coin de chaque image. Coordonnées GPS, date, heure. Tout confirme ce que j'ai rapporté. Le chien Chance est sorti seul des bois. Elle était déjà blessée lorsqu'elle est arrivée à la station-service. Il plaça l'affidavit signé de Mika sur les photos. Le témoin qui a fourni les images a signé une déclaration officielle décrivant ce qu'il a vu. Ces coordonnées sont incluses si vous avez besoin de vérifier quoi que ce soit. Herran prit l'affidavit, le lisant lentement. Le seul bruit dans le bureau était le léger bourdonnement du ventilateur d'un ordinateur de bureau. Louis resta parfaitement immobile, guettant la moindre réaction sur le visage de Herrin. Après ce qui sembla une éternité, Herrin posa les documents et regarda Louis droit dans les yeux. « Tout semble en ordre, » dit-il enfin. « Les horodatages et les données de localisation correspondent à notre rapport d'incident. Ces preuves vous disculpent de toute suspicion concernant les blessures du chien. » Louis sentit ses épaules se détendre légèrement, mais Herrin n'avait pas terminé. « Cependant, » poursuivit l'officier, cela ne règle pas la question de la propriété. Vous avez 72 heures pour remplir les formulaires d'enregistrement appropriés et payer tous les frais de licence applicables. Si vous ne le faites pas, le chien retournera sous la garde du comté et sera traité selon les procédures STOM standard. « Je comprends, » murmura Louis. Herrin sortit un formulaire et commença à le tamponner avec une précision méthodique. Étant donné ses blessures, elle serait probablement classée comme non adoptable à ce stade. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Louis acquiesça, la mâchoire serrée. « Voici, » dit Herran en faisant glisser les documents tamponnés sur le bureau. « Cela confirme que l'enquête pour maltraitance est close. Apportez-le à l'accueil. Ils vous donneront les formulaires d'enregistrement. » Louis rassembla les papiers avec précaution, s'assurant que tout était en ordre. Il se leva, hochant la tête respectueusement vers Herrin. « Merci d'avoir examiné les preuves. » Le retour dans le couloir éclairé par des néons lui parut irréel. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il serrait les documents.
Un mélange d'épuisement, de l'adrénaline résiduelle et peut-être un peu de soulagement. À l'extérieur du bâtiment, il s'arrêta à l'ombre d'un petit arbre et sortit son téléphone. Il navigua jusqu'à sa messagerie vocale et écouta le message qu'il avait mémorisé depuis longtemps. La voix d'Eva, d'il y a des années. « Papa, je ne sais pas si tu recevras ça, mais je vais bien. J'espère que toi aussi. » Louis ferma les yeux, gardant le téléphone contre son oreille, même après la fin du message. « Je me bats toujours, » murmura-t-il, puis rangea le téléphone et entama le long chemin du retour. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres de la clinique lorsque Louis poussa la porte vitrée à exactement 3 heures. La salle d'attente sentait l'antiseptique et le shampoing pour animaux. Un contraste frappant avec l'air moisi de son appartement. Une réceptionniste différente de sa première visite leva les yeux de son ordinateur, lui adressant un léger sourire. « Je suis ici pour Chance », dit Louis, la voix enrouée par le manque de sommeil, le chiot berger allemand de lundi soir. La réceptionniste hocha la tête, une lueur de reconnaissance traversant son visage. « Oh oui, le docteur Martinez a laissé une note. Je vais demander à Sarah de vous aider. » Pendant qu'il attendait, Louis remarqua les changements dans la salle d'attente depuis sa dernière visite. L'éclat fluorescent agressif du matin avait été remplacé par une lumière naturelle plus douce. Une jeune mère était assise dans un coin avec une cage de transport pour chat, tandis qu'un vieil homme somnolait sur une chaise près de la fenêtre, un caniche en laisse à ses pieds. Sarah, une assistante vétérinaire aux yeux bienveillants et aux mèches violettes, sortit de l'arrière. « Vous devez être Louis », dit-elle en lui faisant signe de la suivre. « Chance n'arrête pas de vous réclamer. » Son ton léger fit esquisser à Louis un semblant de sourire. Ils empruntèrent un couloir étroit, bordé de salles d'examen, jusqu'à atteindre l'unité de soins. L'air, doux et imprégné d'une odeur de médicaments, se fit plus présent. « Elle se remet très bien, compte tenu des circonstances, » expliqua Sarah en s'approchant d'un grand enclos. Le docteur Martinez a pu remettre ses 2 pattes correctement. Les fractures étaient nettes, ce qui facilite la guérison. À l'intérieur de l'enclos, Chance était allongée sur le côté, ses 2 pattes avant soigneusement enveloppées de bandages blancs. Ses yeux s'ouvrirent au son de leur voix, et sa queue battit faiblement contre le coussin. « Salut, ma belle », murmura Louis en s'agenouillant à sa Haut-des-Emneurer. Les yeux de Chance se fixèrent sur lui, vifs et alertes malgré les médicaments. Sarah aida Louis à comprendre les instructions de soins pendant qu'il se préparait à la déplacer. Elle aura besoin de ses antibiotiques 2 fois par jour, expliqua-t-elle en lui montrant les flacons étiquetés. Et ceux-ci sont pour la gestion de la douleur. Tout est noté ici. Louis s'acquiesça, mémorisant chaque détail. Sarah disparut brièvement et revint avec un grand panier à linge tapissé de cartons et de serviettes fraîches. « Cela la maintiendra stable pendant le trajet de retour », expliqua-t-elle. « Nous voulons éviter de secouer ses pattes. » Ensemble, ils s'efforcèrent de soulever Chance avec précaution. Sarah soutenait son avant-train, tandis que Louis tenait ses pattes arrière. Le chiot resta remarquablement calme, ne gémissant qu'une seule fois lorsqu'ils l'installèrent dans son lit improvisé. À la réception, Louis se prépara à régler la facture finale, mais la réceptionniste lui sourit à nouveau. Le docteur Martinez a ajusté les frais après avoir reçu le rapport, vous disculpant, expliqua-t-elle. Il a dit que quiconque risquerait son emploi pour sauver un animal errant mérite un geste. Le montant réduit prit tout de même la majeure partie de ce qui restait à Louis,
Mais il remit l'argent sans hésitation. Sarah l'aida à porter chance jusqu'à sa voiture, s'assurant que le panier était bien sécurisé sur le siège arrière. « Appelez si quelque chose semble anormal », dit-elle en caressant doucement Chance une dernière fois. « C'est une battante, celle-là. » Le trajet de retour fut lent et prudent, Louis surveillant le rétroviseur plus que la route devant lui. Toutes les quelques minutes, Chance levait légèrement la tête, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Son appartement semblait différent à leur arrivée, moins vide, d'une certaine manière. Louis avait passé la matinée à préparer un espace près du vieux radiateur mural, où la température restait constante. Il avait déniché une vieille couette dans un magasin d'occasion, qu'il avait lavée 2 fois avant de l'étendre comme couchage. Faire entrer Chance demanda du temps et de la patience. Le panier passait à peine par sa porte étroite, et Louis dut le manœuvrer avec précaution pour ne pas heurter ses pattes. Une fois à l'intérieur, il la souleva délicatement pour la déposer sur le lit préparé, l'installant de manière à ce qu'elle puisse le voir, ainsi que la pièce. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il en plaçant des gamelles d'eau et de nourriture à portée de museau. Le vétérinaire avait fourni une nourriture spéciale, plus facile à manger pendant sa convalescence. Chance sembla rassembler ses forces pour essayer de se redresser. Ses pattes tremblaient sous l'effort, et Louis se précipita pour la soutenir. « Doucement », dit-il, ses mains fermes l'aidant à se rallonger. « On a tout le temps. » Elle le regarda avec ses yeux intelligents, puis tourna la tête juste assez pour lui lécher la main avant de se blottir à nouveau dans la couette. En quelques instants, sa respiration s'apaisa et elle s'endormit. Louis l'observa un moment, s'assurant qu'elle était vraiment à l'aise. Puis il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Marcus ? Oui, c'est Louis. Écoute, j'ai besoin d'un service. » La conversation fut brève. Marcus, qu'il connaissait depuis le centre de réinsertion, ne demanda pas d'explication. Il se contenta de dire « 90, ça suffit » et promit de transférer l'argent dans l'heure. En attendant la confirmation du transfert, Louis étala les papiers d'adoption sur sa petite table de cuisine. Les formulaires étaient simples, nom, adresse, carnet de vaccination à suivre. Il remplit chaque ligne avec soin, son écriture nette et appliquée. La dernière page comportait un espace en bas, raison de la demande de propriété. Louis s'adossa à sa chaise, le stylo en suspens au-dessus de la ligne vide. Par la fenêtre, il voyait le ciel virer au violet à l'approche du soir. Depuis son lit, la respiration de Chance était douce et régulière. Il se pencha en avant et écrivit 7 mots. « Parce qu'elle est la première chose que je n'ai pas abandonnée. » Sa signature suivit, chaque lettre précise et définitive. Il rassembla les papiers, les empila soigneusement et se dirigea vers l'endroit où Chance dormait. Les documents émirent un léger bruit lorsqu'il les posa à côté de son lit. Dans son sommeil, son visage était détendu, libéré de la douleur ou de l'inquiétude. Ses pattes bandées reposaient droites, pointant vers un avenir où elle pourrait guérir. Sa respiration était calme et régulière, comme si elle savait qu'elle était en sécurité. Le micro-ondes bourdonnait dans la minuscule cuisine de Louis, emplissant l'appartement de l'odeur familière des haricots réchauffés. Il regardait le récipient tourner, l'esprit ailleurs, quand le vrombissement soudain de son téléphone contre le comptoir le fit sursauter. L'écran s'illumina avec un nom qu'il n'avait pas vu depuis des années. Eva. Son cœur s'arrêta. Le téléphone continua de vibrer, glissant légèrement sur la surface rayée du comptoir en stratifié. Louis le fixa, incapable de bouger, à peine en train de respirer.
Le micro-ondes émit un bip, mais il ne l'entendit pas. L'appel bascula sur la messagerie vocale. Dans le silence qui suivit, il entendit Chance se déplacer sur son lit près du radiateur. Le léger frottement de ses pattes arrière contre la couverture alors qu'elle ajustait sa position. Ses pattes avant restaient soigneusement enveloppées et immobilisées, mais elle avait gagné en force ces derniers jours. Le téléphone se remit à vibrer. Le nom d'Eva s'afficha à nouveau sur l'écran, insistant. La main de Luis trembla alors qu'il tendait la main vers le téléphone. Son pouce hésita un instant au-dessus du bouton vert avant de l'appuyer. Il porta le téléphone à son oreille, mais ne trouva pas sa voix. La ligne crépitait de silence partagé. Il entendit une respiration douce à l'autre bout, familière même après tout ce temps. Puis enfin, 3 mots discrets. « Le chien va bien ?» La question le prit au dépourvu. Il regarda Chance qui avait levé la tête au son de son mouvement. Ses oreilles se dressèrent, le regardant avec cette attention constante qui semblait le percer à jour. « Elle guérit », répondit Luis, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Il se racla la gorge et ajouta « Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air ». Un autre silence suivit, mais il était différent maintenant, plein d'attente plutôt que de gêne. Eva ne parlait pas, mais Luis sentait qu'elle écoutait, vraiment, comme elle le faisait autrefois, quand elle était petite, et qu'il lui racontait des histoires avant de dormir. Alors il lui raconta cette histoire, pas pour se justifier ou expliquer, mais simplement parce qu'elle devait être racontée. Sa voix resta posée tandis qu'il décrivait comment il avait trouvé Chance sous la pluie, comment elle s'était traînée sur le trottoir mouillé vers les lumières de la station-service. Il expliqua la clinique vétérinaire d'urgence, comment il avait mis en gage la montre de sa mère, la montre de la grand-mère d'Eva, pour payer l'opération. Ils ont cru que je lui avais fait du mal, dit-il doucement, sans amertume dans sa voix. Les services de contrôle des animaux sont venus, mais un gamin avec une dashcam avait la preuve qu'elle venait des bois. Il nous a vraiment sauvés tous les deux. Tout au long de son récit, Eva resta silencieuse, mais il entendait sa respiration douce, savait qu'elle était toujours là. Il n'embellit, ni ne minimisa ce qui s'était passé. Pas d'excuse sur la perte de son emploi. Pas de mention de combien il avait peu dormi ou mangé depuis. Les faits suffisaient. Quand il eut terminé, le silence revint. Mais il contenait quelque chose de nouveau. De la compréhension, peut-être. Ou du moins le début de celle-ci. Puis Eva parla à nouveau, sa voix prudente mais claire. « Si je venais, pourrais-je la voir ?» La main libre de Luis s'agrippa au bord du comptoir. Sa poitrine était serrée, comme s'il n'arrivait pas à respirer suffisamment. « Oui », parvint-il à dire. « Oui, bien sûr. »« D'accord », répondit Eva. Rien de plus. La ligne se coupa. Luis abaissa lentement le téléphone, fixant l'écran de fin d'appel jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Le micro-ondes avait cessé de bourdonner depuis longtemps, et l'appartement semblait étrangement silencieux. Il se tourna vers le coin de Chance. Le chiot avait trouvé un vieux torchon qu'il avait laissé près de son lit et s'efforçait de mâchouiller un de ses coins, sa queue balayant doucement la couverture. Malgré ses pattes bandées, elle paraissait plus vivante que depuis qu'il l'avait trouvée, déterminée à jouer, à interagir avec le monde qui l'entourait. « Elle veut te rencontrer, petite », murmura Luis. Chance leva les yeux à sa voix, lâchant le torchon. Sa tête s'inclina légèrement, réagissant à son ton comme elle le faisait toujours. Elle ne comprenait pas les mots, mais quelque chose dans sa voix faisait remuer sa queue un peu plus vite. Luis s'approcha et s'agenouilla près de son lit.
ajustant soigneusement la couverture qui s'était entassée près de ses pattes arrière. Ses gestes étaient doux, habitué maintenant après des jours à s'occuper d'elle. Chance appuya sa tête contre sa main pendant qu'il travaillait, un geste qui le surprenait encore à chaque fois. Les haricots dans le micro-ondes étaient complètement oubliés maintenant. Louis s'assit en tailleur sur le sol à côté du lit de Chance, repensant aux mots d'Eva. Si je venais. Pas une promesse, pas vraiment un plan, mais c'était plus que ce qu'il avait eu hier, plus que ce qu'il avait eu depuis des années. Il observa Chance qui reportait son attention sur le torchon, s'efforçant obstinément de le coincer entre ses dents, malgré sa position maladroite. Sa détermination lui rappelait Eva à cet âge-là, la façon dont elle affrontait chaque obstacle de front, sans jamais douter qu'elle réussirait finalement. La possibilité de la visite d'Eva flottait dans l'air comme une chose tangible. Louis ne savait pas si elle viendrait vraiment. Elle pourrait changer d'avis, décider que cela ne valait pas le risque de la déception. Il ne lui en voudrait pas si c'était le cas. Mais pour la première fois depuis qu'il était sorti de prison, depuis qu'il avait commencé à compter les jours, à suivre les règles et à essayer de reconstruire une sorte de vie, l'avenir semblait être plus qu'une simple série d'obligations et de restrictions. Chance parvint finalement à attraper le torchon, émettant de petits grognements, en jouant avec. Louis l'observait, sentant quelque chose de chaud et d'inconnu s'épanouir dans sa poitrine. Pour l'instant, ce moment lui suffisait. Son petit appartement avec ses planchers qui craquaient et son toit qui fuyait. Un chiot déterminé avec des pattes bandées. Et l'écho de la voix de sa fille disant que peut-être, juste peut-être, elle viendrait les voir tous les deux. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres de l'appartement de Louis pendant qu'il travaillait. Ses mouvements étaient méthodiques, précis, alors qu'il balayait chaque recoin et nettoyait des surfaces qui n'avaient pas vu de chiffon depuis des mois. Les poils de l'ancien balai grattaient les planches usées, rassemblant poussière et débris en petits tas qu'il jetait soigneusement. Pendant 3 heures d'affilée, il nettoya. Ce travail physique l'aidait à apaiser ses nerfs, occupait ses mains agitées qui autrement auraient vérifié son téléphone toutes les quelques minutes. Chance observait depuis son lit, près du radiateur, sa tête suivant ses mouvements d'une tâche à l'autre. Il s'attaqua ensuite à la cuisine, prêtant une attention particulière à l'étagère affaissée qui menaçait de céder depuis son emménagement. Avec une précision minutieuse, il renforça les supports et resserra les vis desserrées, testant sa stabilité avec une légère pression. L'étagère tint bon. L'horloge au mur avançait inexorablement vers la fin de l'après-midi. Louis venait de finir de disposer 2 tasses dépareillées sur le comptoir lorsqu'il l'entendit. Le bruit distinct des pneus crissant sur le béton abîmé de son allée. Ses mains s'arrêtèrent. Par la fenêtre, il vit une berline rouillée s'immobiliser. La portière s'ouvrit dans un grincement métallique. Eva en sortit, et Louis sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle était plus grande maintenant, ses cheveux noirs, plus longs qu'il ne se souvenait. Mais ce furent ses yeux qui le frappèrent le plus, les yeux de sa mère, d'un brun profond et attentif, absorbant tout d'un seul coup. Elle marcha vers sa porte avec des pas mesurés, chaque foulée délibérée. Louis resta figé dans son propre vestibule, observant à travers la moustiquaire alors qu'elle approchait. Lorsqu'elle atteignit le seuil, aucun d'eux ne bougea, pas d'étreinte, pas de larmes, juste le poids des années, tendu entre eux comme une barrière physique. Eva resta dans l'encadrement, sa posture droite mais incertaine.
Louis trouva enfin sa voie, indiquant du geste l'endroit où Chance était allongée dans son coin. La tête du chiot se redressa à ce mouvement, ses oreilles frémissant d'intérêt face à cette nouvelle présence. Avec une lenteur précautionneuse, Eva s'accroupit près du lit de Chance. Elle ne tendit pas la main immédiatement, restant immobile pour laisser le chien s'habituer à sa présence. Après un moment, elle tendit la main, ses doigts caressant doucement le pelage de Chance. La queue du chiot fit un petit mouvement d'approbation. « Comment elle s'appelle déjà ?» La voix d'Eva était douce, à peine un murmure. « Chance. » Louis les observait toutes les deux, ses mains jointes derrière son dos pour éviter de s'agiter. Un léger sourire effleura les lèvres d'Eva, le premier qu'il voyait depuis son arrivée. C'est un bon nom. Louis se dirigea vers la cuisine, reconnaissant d'avoir quelque chose à faire. Les gestes familiers de la préparation du thé donnèrent un but à ses mains. Remplir la bouilloire, sortir les sachets de thé, disposer le tout sur le comptoir qu'il venait de nettoyer. L'eau bouillie, il la versa soigneusement dans les tasses prêtes à l'attendre. Ils s'assirent ensemble dans le petit salon. Le silence seulement interrompu par le tintement occasionnel des tasses contre les soucoupes et la respiration régulière de Chance qui somnolait entre eux. Le chiot s'était installé confortablement, semblant à l'aise avec la présence d'Eva. Le temps s'écoulait lentement. Louis remarqua comment les doigts d'Eva traçaient le contour de sa tasse, tout comme le faisait sa mère. Cette observation lui serra le cœur. À quoi ressemblait la montre? La question surgit soudainement, tirant Louis de ses pensées. Il leva les yeux pour trouver Eva qui le regardait, son expression indéchiffrable mais attentive. Louis posa sa tasse avec précaution. Elle était en or, commença-t-il, la voix rauque. Celle de ta grand-mère. Elle l'avait reçue de son père en arrivant dans ce pays. Il y avait une délicate gravure à l'arrière, des fleurs et des lianes tout autour des bords. Il s'arrêta, rassemblant ses pensées. Ce n'était pas seulement à propos de la montre, et ils le savaient tous les deux. C'était à propos de tout ce qu'il n'avait jamais expliqué, toutes les histoires qu'il aurait dû partager il y a des années. Alors il lui raconta comment sa mère travaillait 3 emplois, gardant cette montre en sécurité même quand ils avaient à peine de quoi manger. Comment elle la lui confiait avant chaque moment important de sa vie, disant qu'elle portait chance et amour. Comment il avait échoué à les honorer tous les deux, mais ne pouvait se résoudre à la vendre jusqu'à cette nuit à la clinique vétérinaire. Eva écouta sans l'interrompre, les yeux fixés sur la forme endormie de Chance. Quand Louis eut fini de parler, le silence semblait différent, plus léger d'une certaine manière, comme si les mots avaient dissipé quelque chose entre eux. Avant de se lever pour partir, Eva prit son téléphone. Elle fit défiler rapidement plusieurs écrans, avant de le tourner vers Louis. Sur l'écran, s'affichait un schéma détaillé. Une attelle faite maison spécialement conçue pour les chiens, ayant une patte avant blessée. « J'ai trouvé un tutoriel en ligne », expliqua-t-elle, sa voix prudente mais assurée. « Je pourrais aider à en fabriquer une si ça te va. » Louis s'acquiesça, ne se fiant pas à sa voix. Sa gorge était trop serrée, étranglée par des émotions qu'il ne pouvait nommer. Eva se leva lentement, rangeant son téléphone dans sa poche. « Peut-être. » Elle hésita, puis continua. « Je reviendrai le week-end prochain. » La porte moustiquaire grinça lorsqu'elle l'ouvrit, le son résonnant dans l'appartement silencieux. Alors que la porte se refermait derrière elle, Chance leva la tête et laissa échapper un léger gémissement, le premier son qu'elle avait émis depuis l'arrivée d'Eva.
Luis regarda par la fenêtre, tandis qu'Eva se dirigeait vers sa voiture, ses pas plus détendus qu'à son arrivée. Ce n'est que lorsque la berline disparut, au bout de la rue, qu'il se permit de bouger, s'agenouillant à côté du lit de Chance. « Elle reviendra », murmura-t-il, sa voix à peine audible. La queue de Chance battit une fois contre sa couverture, comme pour approuver. Le soleil du samedi matin projetait des taches chaudes sur l'atelier improvisé de Luis. Il s'agenouilla près de la rampe en bois qu'il avait construite, vérifiant méthodiquement chaque vie et chaque joint. La structure n'était pas esthétique, faite de bois de récupération et de planches de terrasse usagées. Mais elle était solide. Il donna un quart de tour supplémentaire à chaque vie avec son tournevis, s'assurant que rien ne bougerait sous le poids de Chance. Sur une table pliante, usée à proximité, il avait disposé ses fournitures comme un chirurgien préparant une opération. Des longueurs de tuyaux en PVC coupées à la taille, des bandes de velcro de différentes largeurs et plusieurs pages imprimées montrant divers modèles d'attelles pour chiens. Les papiers flottaient dans la brise matinale, maintenus par des outils et des morceaux de quincaillerie épars. Luis jetait des coups d'œil entre son téléphone, 9h47, et la route qui menait à son appartement. Chance observait depuis l'embrasure de la porte, ses pattes avant encore enveloppées dans les bandages de la clinique. Sa queue remuait chaque fois que Luis la regardait, et elle semblait impatiente de tester la rampe, même si elle n'était pas encore prête. L'air du matin était frais, mais promettait de se réchauffer plus tard. Luis essuya la sueur de son front avec sa manche, plus nerveux qu'épuisé. Il était debout depuis l'aube, vérifiant 3 fois les mesures et révisant les tutoriels qu'Eva lui avait envoyés tout au long de la semaine. Leurs échanges de textos avaient été brefs, mais concentrés. Liste de matériaux, questions sur les mesures de Chance, lien vers des vidéos de réhabilitation vétérinaire. À 10h12, le bruit familier du moteur de la voiture d'Eva rompit le silence du matin. Luis se redressa, brossant la sueur de ses jeans, alors que la berline se garait dans l'allée. Eva en sortit, portant un sac à dos usé d'une main et équilibrant un carton de l'autre. Ses cheveux étaient attachés aujourd'hui, pratiques et prêts à travailler. « Besoin d'aide avec ça ?» demanda Luis, déjà en mouvement vers elle. Eva secoua la tête. « Je gère. » Elle posa le carton sur la table pliante, et Luis aperçut de la mousse, de petits outils et des paquets de colliers de serrage parmi le contenu. Elle avait manifestement fait ses recherches, peut-être même plus minutieusement que lui. Ils se mirent au travail, naturellement, côte à côte, à la table. Le silence entre eux n'était pas exactement confortable, mais il n'était pas pesant non plus. C'était le silence de la concentration, d'un objectif partagé. Eva triait les matériaux pendant que Luis mesurait des longueurs de tuyaux en PVC en les comparant au plan. « Il faut doubler la mousse ici », dit Eva après un moment, en pointant un schéma. « Pour les points de pression. » Luis acquiesça, attrapant les ciseaux. « Bonne idée. » Ils continuèrent à travailler, le silence n'étant interrompu que par des questions occasionnelles sur les mesures ou des demandes pour passer des outils. Eva fut la première à combler peu à peu l'espace entre les instructions par autre chose. « Comment ça se passe? Les visites ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux de ses bandes de velcro qu'elle découpait à la bonne taille. Lui s'arrêta un instant, appréciant sa franchise. « Tous les mardis et vendredis, comme une horloge, je n'en ai pas raté une. » Eva hocha la tête, mesurant une autre bande. « Et le boulot? »« J'ai décroché quelques chantiers, » répondit Luis, pliant soigneusement une section de PVC.
Rien de stable pour l'instant, mais ça paie en liquide, surtout de la démolition, un peu de menuiserie de base. C'est bien. La voix d'Eva était neutre, mais pas froide. Elle attrapa un autre morceau de mousse. Est-ce que ça suffit pour s'en sortir? Luis réfléchit soigneusement à sa réponse. C'est parfois juste, mais je m'en sors. Pas de raccourci cette fois. Eva sembla accepter cela, se concentrant sur sa tâche pendant quelques instants, avant de reprendre la parole. Maman a mentionné que tu lui avais envoyé une lettre. Les mains de Luis s'arrêtèrent brièvement. Oui, je ne savais pas si elle voudrait la lire. Elle l'a lue. Eva n'ajouta rien, mais quelque chose dans son ton laissait entendre que d'autres conversations pourraient être possibles à l'avenir. Leur rythme de travail fut interrompu par un bruit soudain venant de l'entrée. Chance, apparemment fatiguée d'être simple spectatrice, avait décidé d'examiner leur projet elle-même. Ses pattes bandées glissèrent sur le seuil en bois, alors qu'elle tentait de se propulser avec ses pattes arrière. Luis et Eva bougèrent en même temps, mais Eva était plus proche. Chance tomba en avant directement sur ses genoux, sa queue battant furieusement face à sa propre aventure. Le rire surpris d'Eva se mêla à celui de Louise, les surprenant tous les deux. « Quelqu'un commence à s'impatienter », dit Eva en grattant derrière les oreilles de Chance, alors que le chiot s'installait confortablement sur ses genoux. Louise secoua la tête en souriant. Elle a un avis sur tout. On aurait dû l'appeler Chef au lieu de Chance. Cela fit rire Eva à nouveau, un rire plus discret, mais sincère. Elle aida Chance à se mettre à l'aise avant de retourner à leur travail, le chiot supervisant désormais depuis sa nouvelle place. L'après-midi passa ainsi. Un travail régulier, ponctué de petites conversations et des tentatives occasionnelles de Chance pour aider. Le soleil traversait le ciel alors qu'ils assemblaient les pièces, ajustaient les sangles et affinaient leur conception. Lorsque les ombres commencèrent à s'allonger, ils avaient enfin quelque chose qui semblait pouvoir fonctionner. La telle n'était pas jolie. Les tuyaux en PVC étaient bien visibles sous le rembourrage en mousse, et les sangles en velcro montraient des signes de découpe amateurs. Mais lorsqu'ils l'ajustèrent soigneusement aux pattes, avant de Chance, tout s'aligna exactement comme sur les schémas. Luis maintenait Chance en place pendant qu'Eva procédait aux derniers ajustements des sangles. Ils retinrent tous deux leur souffle, alors que Luis relâchait lentement son soutien, laissant Chance tester son équilibre. Le chiot sembla d'abord perplexe, regardant ses pattes, comme pour comprendre cette nouvelle sensation. Puis, prudemment, elle leva une patte avant et la reposa. La telle tenait bon. Un autre pas suivit, maladroit, mais déterminé. Chance vacilla, mais resta debout. La telle, soutenant ses pattes blessées, juste assez pour lui permettre de bouger sans risquer d'aggraver ses blessures. La voix d'Eva était à peine un murmure. Un jour, elle courra. Luis observe Chance faire un autre pas hésitant, la gorge serrée par l'émotion. Nous aussi. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le terrain accidenté derrière l'immeuble de Luis. L'endroit n'était pas grand-chose, principalement du gravier et des mauvaises herbes tenaces perçant le béton fissuré. Mais aujourd'hui, il semblait différent. 2 chaises, pliantes, usées, faisaient face à une petite clairière où quelques brins d'herbe tentaient de pousser entre les pierres. Entre les chaises, une vieille glacière bleue, sa surface en plastique rayée et décolorée par les années d'utilisation. Luis versa avec précaution du thé glacé ambré d'une carafe dans 2 gobelets en plastique, les glaçons tintant doucement. Le thé n'avait rien de spécial,
juste des sachets infusés dans de l'eau du robinet avec une cuillerée de sucre. Mais il l'avait préparé frais ce matin-là, sachant qu'Eva viendrait. Elle était assise à côté de lui, les jambes croisées sous elle. Un carnet de croquis usé en équilibre sur son genou. Son crayon glissait sur le papier, avec des traits rapides et précis, tandis qu'elle peaufinait le design de la prochaine attelle de Chance. Le prototype actuel tenait bien. Chance le portait maintenant, alors qu'elle explorait le périmètre du jardin, ses mouvements encore prudents, mais de plus en plus assurés chaque jour. Les tuyaux en PVC avaient été remplacés par des matériaux plus légers, et Eva avait trouvé une meilleure façon de rembourrer les points de pression. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait. Si on ajuste cette articulation ici, dit Eva en tapotant le papier avec son crayon, elle pourrait avoir une meilleure flexibilité lorsqu'elle tourne. Sa voix portait l'excitation discrète de quelqu'un qui résout un casse-tête. Louis se pencha pour regarder le dessin, remarquant à quel point il semblait plus professionnel comparé à leur premier croquis précipité. Peut-être ajouter un renfort ? Ici, suggéra-t-il en pointant un endroit sur la page. Eva acquiesça, déjà en train de dessiner la modification. Ils avaient développé une certaine routine ces dernières semaines, se rencontrant tous les quelques jours pour évaluer les progrès de Chance et apporter des ajustements au design de l'attelle. Le travail leur offrait un centre d'intérêt commun, un projet partagé qui facilitait les échanges. Chance les observait depuis sa place près d'un buisson dégarni, et elle commença maintenant à traverser le gravier. Ses pas restaient raides, mais il y avait une stabilité nouvelle dans sa démarche. Le cliquetis de ses griffes sur les pierres se mêlait au léger vrombissement de l'attelle. Puis quelque chose changea. Peut-être était-ce la lumière du soir qui se reflétait dans ses yeux. Ou peut-être avait-elle enfin trouvé le juste équilibre entre la confiance en ses pattes en convalescence et le soutien de l'attelle. Quelle qu'en soit la raison, Chance accéléra soudainement. Sa marche prudente se transforma en un trot maladroit mais déterminé, sa queue commençant à s'agiter avec enthousiasme. « Regarde-la avancer !» s'exclama Eva, laissant tomber son carnet de croquis alors qu'elle et Louis se levaient d'un bond. Leurs acclamations spontanées résonnèrent à travers le terrain, effrayant une paire de pigeons perchés sur les gouttières du bâtiment. Encouragés par leur réaction, Chance fit un autre tour de la cour, oscillant entre la marche et le trot sans jamais vraiment s'arrêter. Eva sortit rapidement son téléphone, capturant l'instant en vidéo, tandis que la chienne contournait les chaises et la glacière avec une assurance croissante. « C'est celle-là que tu envoies à ton PO ?» demanda Eva avec un sourire, toujours en train de filmer. Louis s'éclata de rire, un vrai rire, qui sembla même le surprendre. « Je pourrais même l'envoyer à Dawes. » La mention de son ancien patron n'avait plus le même poids qu'auparavant. Il avait trouvé d'autres emplois, principalement dans la construction, et des petits boulots de bricolage. Ce n'était pas stable, mais c'était honnête, et c'était ce qui comptait le plus. Eva baissa son téléphone et fouilla dans son sac à dos, en sortant quelque chose enveloppé dans un tissu bleu doux. Elle le tint un moment, comme pour rassembler ses pensées, puis le tendit à Louis. « Tu l'avais abandonné une fois, » dit-elle doucement. « Je pense qu'il devrait te revenir. » Louis déballa lentement le paquet, ses mains s'immobilisant alors que l'éclat familier de l'or captait la lumière du soir. La montre de poche de sa mère reposait dans sa paume, sa surface aussi brillante qu'il s'en souvenait. Il regarda Eva, incapable de trouver les mots. « J'ai trouvé le reçu de mise en gage dans ce vieux livre de Stephen King, à la maison.
expliqua-t-elle, observant son visage. Celui que tu me lisais. Il a dû tomber quand tu as déménagé. Elle replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste qui rappelait tant à Louis, sa mère. J'ai travaillé les week-ends au café près du campus. J'ai économisé assez pour le retrouver et le racheter. Louis passa son pouce sur la surface lisse de la montre, ressentant la légère dépression où les initiales de sa mère étaient gravées. La voix d'Eva s'adoucit. C'était à toi. Maintenant, c'est à nous. Le soleil continuait sa descente, baignant le terrain de nuances ambrées et violettes. Chance, après avoir exploré chaque recoin de son domaine, revint finalement vers eux. Elle s'affala à leurs pieds avec un soupir satisfait, la langue pendante après son exercice. Louis consulta l'heure sur la montre restaurée, son mécanisme battant régulièrement dans sa main. Le poids familier avait maintenant une autre signification, non seulement un rappel de ce qu'il avait perdu, mais aussi de ce qu'il pourrait encore découvrir. Eva rompit le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Tu penses que tu quitteras un jour cet endroit ?» Louis hocha lentement la tête, ses yeux toujours fixés sur Chance, qui se repositionnait pour être plus à l'aise sur le gravier. « Oui, dit-il, mais je ne fuis plus. » Ils restèrent assis ensemble dans la lumière déclinante, père, fille et chien, tandis que le soir tombait autour d'eux, comme une douce couverture. Le seul bruit était le léger crissement du gravier sous les pattes de Chance, qui se réajustait, contente de se reposer entre leurs chaises. Si vous avez aimé l'histoire de Louis et Chance, j'ai sélectionné pour vous la prochaine histoire que vous allez adorer. Ne la manquez pas. Cliquez ici pour la découvrir.